Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission, notre rendez-vous mensuel Entre Poteaux, le premier 2025. Bienvenue à nos invités, Souad et Yann, à qui je vais très vite passer la parole pour qu'ils puissent se présenter et nous raconter ce qu'ils font au quotidien. Riyad, je ne sais pas si je te dis bienvenue parce que tu es un peu chez toi ici. Merci. Encore, je suis encore un peu chez moi. C'est encore chez toi. Pour le programme ce soir, deux choses à dire. D'abord le thème. Ce soir, on va parler d'aide alimentaire, on va parler d'épicerie solidaire, de réseau d'épicerie solidaire. Et toujours avec cet angle qui nous est cher chez Poteaux, c'est la recherche d'efficacité, l'impact, comment les innovations, alors les innovations pas que techniques, peuvent améliorer, se mettre au service de la générosité. Donc c'est un de nos motifs chez Poteaux. Donc là, on va le prendre sous l'angle de l'aide alimentaire. Et autre point important, c'est qu'on va renouveler notre opération de doublement des dons. Donc, faire très simple, tout don qui sera fait durant l'émission, donc à peu près 19h jusqu'à 20h30, sur la plateforme mespoteaux.fr pour X poteaux donnés pour une cause, on va abonder du même montant pour la même cause dans la foulée. Donc, c'est le moment de donner, il n'y a pas... En plus, on est à l'heure de l'apéro, donc c'est une forme d'happy hour, mais appliqué au don. Donc n'hésitez pas. Voilà, je n'ai déjà pas parlé, donc je propose, je ne sais pas qui commence, Yann, Souad, qui veut commencer à tout simplement vous présenter et parler un petit peu de votre parcours. Et ensuite, on ira sur vos associations et leurs missions et tout ce qui va avec. Tu veux commencer? Oui, madame. Donc moi, c'est Souad Esbati, je suis la fondatrice et la directrice de l'association Maraba, qui veut dire bienvenue. Et on est implanté au centre-ville, au grand centre-ville. On est en partenariat avec la ville de Saint-Denis. Et on propose une épicerie sociale et solidaire pour les gens qui sont en grande précarité et des animations pour les accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. Et donc, on est en partenariat avec Andes. C'est notre partenaire important. Alors moi, j'ai une première question avant de donner la parole à Yann. C'est quoi une épicerie sociale et solidaire ? Alors, une épicerie sociale et solidaire, donc c'est pour des personnes qui répondent à des critères qui sont dans le besoin. En fait, il y a un calcul du reste à vivre. Donc, ils apportent des documents et on fait un calcul. Et si le montant leur permet de bénéficier de l'épicerie, donc ils viennent acheter entre 10 et 30% de la valeur du produit. Donc, ça varie en fonction de certaines épiceries. Donc, ça peut être renouvelé pendant... donc, ils ont une attribution pendant 6 mois. Ça peut être renouvelé en fonction de la situation de la personne. Et en contrepartie, donc, ils participent, s'ils le peuvent, à des ateliers. Et dans l'épicerie solidaire, de il y a sensibilisation, de gestion de budget, des accompagnements. Des ateliers confiance en soi, d'estime de soi, réaliser leur CV, lettre de motivation pour qu'ils puissent s'insérer socialement et ou professionnellement. Donc ça va plus loin que la simple aide alimentaire. Que de l'aide alimentaire et non alimentaire, tout à fait. Comment on sait si on est éligible, si on peut y aller ou pas? Alors, ils viennent, on leur donne un document. Alors, comme on travaille avec la ville de Saint-Denis, donc... il y a une partie, c'est une commission d'achat avec le pôle social de la ville de Saint-Denis. Donc, ils nous apportent des dossiers déjà complétés grâce à un tableau qui a été remis par Andes. Donc, il y a tous les documents à apporter, on fait un calcul. Et s'ils sont dans le calcul, nous, c'est 10 € par jour et par personne. Donc, c'est le calcul à ne pas dépasser. S'ils ont moins de 10 €, ils bénéficient de l'épicerie solidaire pendant 6 mois renouvelable. Voilà. Qui leur permet donc là, d'avoir les mêmes produits que les autres. Ah oui, et ça dépend de la composition de la famille. Donc, s'ils sont avec 3 enfants, ils ont un budget de 100 voire 150 €, une enveloppe de 1 mois, sachant qu'un portefeuille de 100 €, alors qu'ils payent 10 à 30%, ça équivaut à peu près à 250, 300 €. Donc, c'est vraiment, et c'est des produits de qualité. En plus. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Très clair. Je vais peut-être faire quelques compléments, mais ce sera beaucoup ça à mon avis ce soir. Mais d'abord, donc pour ma part, je suis Yann Auger, je suis le directeur de l'association Andes, qui est l'association tête de réseau pour ces épiceries solidaires que présentait Souad. Quand tu dis tête de réseau, c'est-à-dire que c'est toi qui gères toutes ces épiceries dans toutes les villes? Exactement. Alors, moi qui gère, pas directement, toi et tes équipes. mais l'idée est là. Les épiceries qui sont au nombre de 625 dans le réseau ont chacune leur équipe, leurs responsables, leurs bénévoles, leurs salariés, etc. Mais elles sont adhérentes à une association qui les fédère, qui les accompagne sur tout un tas de sujets. On en a déjà évoqué quelques-uns, on pourra compléter. Et donc, on est là pour les aider, on est leur fédé, quoi, si vous voulez, pour faire simple. Voilà. Et donc, une épicerie, je complète un peu, c'est, vous l'avez compris, une structure de lutte contre la précarité alimentaire.
Ça veut dire que ça s'adresse, c'est la loi qui est rédigée ainsi à des personnes en situation de vulnérabilité économique et sociale. C'est une définition très très large. Dans les structures d'aide alimentaire, il y a toute une diversité, hein, il y a des dispositifs très variables. Et donc chacun peut avoir son interprétation de ce qu'est une situation de vulnérabilité économique et sociale. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs qui s'adressent à des situations parfois très différentes. Et nous, en effet, dans les épiceries, le plus souvent, on raisonne sur le reste à vivre, donc c'est ce qu'il reste financièrement parlant aux familles une fois qu'elles ont payé leurs charges fixes pour s'alimenter et pour vivre. Ouais, genre le loyer, l'énergie, l'endettement, etc., l'endettement éventuel qu'ils peuvent avoir, etc. Et à la fin, c'est ce qui reste. Et s'il reste de moins de 10 € par jour, à partir de là, ils peuvent être éligibles. C'est exactement ça. Par contre, il n'y a pas une règle uniforme dans toute la France. Certaines épiceries accueillent du monde à partir de 10 € par jour, en effet. D'autres, c'est 5 €. Ça va dépendre de la situation sociale du territoire, de la présence ou non d'autres structures d'aide alimentaire. On ne fait pas la même épicerie selon qu'il existe ou non une distribution de repas chauds ou de colis pour des personnes en situation de pauvreté très dure. Vous adaptez vraiment aux besoins locaux en fait. Exactement. Vous adaptez en fonction du besoin et du service déjà local qui est offert, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Et vous êtes présent en fait sur tout le territoire avec les 625, ça fait beaucoup. 625, ça fait tout le territoire, métropole plus outre-mer. Exactement, je peux continuer sur le panorama un peu global, peut-être qu'on zoomera après, mais sur le panorama global. Donc c'est 625, c'était pour la petite histoire 380 il y a 5 ans, donc il y a un déploiement assez rapide sur tout le territoire. Okay. Donc oui, je vous confirme, c'est dans toutes les régions, dans toute la France, outre-mer compris. On est quasiment partout en outre-mer. En Drôme, oui. Exactement. Après, il y a des densités plus ou moins variables. Il y a des régions où on est extrêmement dense en épicerie et d'autres un peu moins, mais globalement, il y en a partout. On couvre 90 départements français. Donc, oui, vous voyez, il commence à plus en rester beaucoup qu'on ne couvre pas. Après, il y a des départements, il y a 50 épiceries et d'autres où il y en a 2. Donc voilà, il y a un maillage territorial qui peut être très différent, qui peut s'expliquer soit par des situations sociales très contrastées sur les territoires, soit par la présence d'autres dispositifs d'aide alimentaire, et nous on intervient, comme on le disait, en complémentarité. Donc voilà, ça c'est le panorama global sur les implantations. Tout ce petit monde accompagne chaque année 250 000 personnes, donc ça c'est le nombre de clients bénéficiaires qui fréquentent 250 000 les épiceries, absolument. Par an ? Ça c'est le chiffre par an. C'est le chiffre 2024 qu'on est en train d'affiner, mais on sait enfin, qu'on a dépassé les 250 000 pour la première année malheureusement. Les besoins sont très forts, mais aussi parce qu'on développe beaucoup d'épiceries. Oui, mais enfin, ils ne viennent pas pour rien. Quand tu as un reste à vivre de 10 € par jour, qu'on ne dise pas que c'est cool et que c'est du luxe, machin. Donc, ils ne viennent pas pour rien. Exactement. Et encore 10, gardons en tête que c'est... Ça peut être 5. 10 c'est qu'il te reste 300 balles à la fin du mois, mais déjà, tu as tout payé. Donc, il faut payer ta bouffe, il faut payer les sorties de tes gosses et les machins. Donc, tout le reste. On continue sur le panorama global. 250 000 bénéficiaires dans les 625 épiceries. Et ces structures, elles distribuent l'équivalent de 40 millions de repas par an en volume distribué. Alors, on raisonne en équivalent repas parce qu'on ne distribue pas des repas. Donc ça s'appelle épicerie solidaire parce que ces structures, elles se présentent comme des commerces de proximité ordinaires avec des rayonnages, etc. Un choix diversifié, ça c'est très important, ça fait partie de notre modèle, dans toutes les catégories de produits, y compris beaucoup de produits frais. C'est quand même une de nos spécialités. On est très fiers que dans les produits distribués, il y ait 30% de fruits et légumes en moyenne dans les épiceries. Voilà, ça c'est un élément clé de notre modèle. Et donc les gens qui fréquentent les épiceries ont le choix de leurs produits, très important, ça repose sur le libre choix. C'est pas des produits, c'est du produit low cost ou pas forcément? Il y a toutes sortes de produits, il y a un peu de low cost, il y a des produits quali, il y a de une toute façon, offre on le paye diversifiée. De toute façon, même s'il y a un rabais, un discount, on le paye. Donc, exactement. On va le payer éventuellement plus cher, mais même si proportionnellement. Donc, c'est hyper bien d'avoir fait ça. Exactement. Ça soulève une question, c'est est-ce qu'on gère différents niveaux de gamme dans une même épicerie? Alors, il peut y avoir des choix variés, etc., mais ne rentrons pas trop dans les détails. Mais c'est tout à fait ça. Il peut y avoir un peu de low cost, comme des produits très premium, beaucoup de produits locaux. Beaucoup de produits bio et de plus en plus, et notamment sur les fruits et légumes. Super. Voilà, une offre diversifiée dans laquelle les gens choisissent et ensuite, effectivement, contribuent financièrement, en général entre 10 et 30% de la valeur marchande, ce qui est très important pour le sentiment de non-stigmatisation. Oui, c'est ça. Je le paye quand même. On vient faire ses courses
comme dans un commerce ordinaire. On paye beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas de moyens, et c'est comme ça. Ce sont des personnes qui sont dans la difficulté, mais voilà, c'est un fonctionnement ordinaire qui est respectueux du goût, des choix, de la dignité des personnes qui contribuent. Et qui en plus après peuvent être accompagnés, tu commençais à l'expliquer, sur leurs problématiques sociales, de la sensibilisation, de l'accompagnement, des ateliers CV que tu évoquais en vitesse. Voilà, on pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Ensuite, il y a les deux volets, qui est la distribution alimentaire et un peu de produits d'hygiène aussi. Et puis, il y a cet accompagnement social qui est très important pour les bénéficiaires pour que le passage à l'épicerie, qui dure en général quelques mois, soit un petit coup de pouce en fait dans leur parcours et leur permettre de sortir de leurs difficultés. C'est ça l'idée, ne pas s'enfermer durablement dans la dépendance au dispositif social, mais essayer, tant bien que mal, parce que c'est évidemment pas simple, de faire en sorte qu'on rebondisse quand on passe dans une épicerie pour sortir d'une difficulté passagère. On parle d'épicerie solidaire, mais c'est beaucoup plus que ça. Déjà dans les produits, puisqu'effectivement il n'y a pas que de l'alimentaire, et en plus parce qu'il y a cet accompagnement. Donc est-ce que épicerie solidaire, finalement, c'est le bon terme pour qualifier ces... Alors, c'est un accompagnement quasiment. C'est un coup de pouce. Enfin, comme tu me dis, coup de pouce, pour moi, on est plus près du coup de pouce, quoi. Parce que finalement, comme tu le disais, finalement, la précarité alimentaire, c'est que la partie visible de l'iceberg, que derrière, il y a des problèmes de confiance en soi, qu'il y a des problèmes d'inclusion économique, etc. Donc, et vous prenez tout ça en charge. Non seulement vous apportez une aide alimentaire qui n'est pas gratuite, ça, je trouve ça vachement cool, parce que ça redonne un peu de dignité à celui qui en bénéficie. Et puis le côté de, voilà, je te reprends en main pour pas que tu restes, quoi. C'est exactement ça. Est-ce que c'est le bon terme? Nous, on pense que oui, puisqu'on l'a choisi. Après, voilà, j'en non, mais on essaye d'en comprendre. On débute par ça, on débute par l'épicerie. C'est une sorte d'entrée, en fait. Exact. C'est le seul moyen, justement. Et quand on crée une épicerie comme la tienne, comment on fait pour rejoindre le réseau? Ou comment ça se passe, en fait, la mise en lien, la collaboration, l'intégration? Alors au début, c'était pendant le Covid, donc on a fait beaucoup de colis d'urgence, on donnait aux familles parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas sortir pendant le Covid, donc on faisait de la distribution de colis alimentaires. Et en échangeant avec les familles, parce qu'on faisait, je me suis dit, mais pourquoi pas impliquer des ateliers d'insertion sociale et professionnelle, parce qu'à la base, je suis socio-esthéticienne. Et donc, j'ai vu, il y avait l'appel à projet lancé par la ville et également l'accompagnement d'Andes. Alors, au début, ça m'avait un petit peu stressée, parce que je me suis dit, c'est quand même une entreprise de monter une épicerie solidaire. Il faut un business plan, il faut plein de choses, quoi. Et donc, quand j'ai vu l'appel à projet d'Andes, au début, je me suis dit non, je ne vais pas être prise, ils ne vont pas m'accompagner, je viens d'arriver, ils ne me connaissent pas. Et finalement, non, ils avaient une équipe très impliquée et ils nous ont aidés dans le montage du dossier, dans les recherches de financement, dans le business plan, dans comment accueillir les gens qui sont en grande précarité, le logiciel, donc comment justement enregistrer tout ce qui est les rentrées d'argent, les sorties, les commandes, ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, ils nous aident également financièrement. Donc ça, c'était intéressant parce que pour le début, on s'est dit, mais comment on va essayer d'avoir un peu d'argent pour pouvoir réapprovisionner l'épicerie solidaire? Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'ils ont une plateforme alimentaire à Rungis. Vraiment, c'est une plateforme avec des produits assez variés, bio et pas très chers. Et franchement, ça remplit une bonne partie de l'épicerie solidaire. Et le problème, c'est que quand il y a des gens en précarité, ils ne vont pas aller acheter des fruits et légumes. Ils vont aller acheter des gâteaux ou de l'huile. Et ce qu'ils proposent, c'est assez intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des jeunes en insertion. Donc, ils sont là. J'avais visité leur structure à Rungis. Et c'est des jeunes qui sortent, qui sont en réinsertion et qui collectent les produits, qui font des tris. Et directement, ils viennent nous les livrer à l'épicerie. Donc voilà, il y avait un accompagnement de A jusqu'à Z. Un vrai business, quoi. Et j'en ai parlé avec c'est le groupe SOS, c'est ça que j'adore dans ce groupe. Oui, c'est que c'est business oriented, tu vois. C'est pas parce qu'on fait du bien qu'on ne doit pas être orienté business, quoi. On a le droit de faire. Et la ville de Saint-Denis avait lancé la création de réseaux d'épiceries solidaires et j'avais parlé d'Andes. Et c'est là qu'après, il y a eu ce contact et puis il y a eu un réseau d'épiceries qui a été créé sur la ville de Saint-Denis et grâce à Andes, quoi. Mais on est suivi de A à Z. Moi, je suis ambassadrice et je suis fière d'être ambassadrice d'Andes du 93. Et à chaque fois, quand il y a des gens qui me disent soit comment créer une épicerie, directement, je les mets en contact avec les collègues d'Andes, quoi. En fait, il y a une particularité à Saint-Denis, c'est que la ville a souhaité organiser l'aide alimentaire de manière à ce qu'il y ait, entre autres, une épicerie par quartier. Et donc, effectivement, il y a eu un moment une démarche officielle, un appel à projet, etc. de la ville. Et nous, par ailleurs, on est organisé pour identifier des nouveaux projets. Donc, on a aussi une sorte d'appel à projet permanent
avec des porteurs de projets qui rentrent, qui nous font part de leurs projets, qu'on sélectionne et qu'on accompagne ensuite. Et c'est effectivement par ce canal-là que tu es passé pour créer ta structure. Comme un incubateur un peu. C'est exactement ça. Après, C'est comme un incubateur, mais c'est génial. On a une équipe dédiée qui ne fait que ça, qui n'est pas sur les autres missions Nandes, qui peuvent être là. Ils sont 4 aujourd'hui dans cette équipe à faire du conseil aux porteurs de projets, enfin du conseil gratuit. Ouais, du moment qu'on a à la fois l'énergie, ils sont là pour te canaliser, te diriger et t'accompagner. C'est vachement bien. Bien identifier tous les facteurs clés pour créer une épicerie, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une volonté forte. Oui, parce que tu dois avoir ces problèmes-là aussi. On a ce sujet-là de gens qui sont du mec qui a hyper envie, puis après il faut se lever à 7 heures, après il faut te lever à 7 heures pour l'ouvrir, bon c'est plus pareil. L'habilitation alimentaire qu'on a également grâce à Andes, donc c'est une habilitation où on peut recevoir des dons aussi de certains magasins grâce à Andes qui nous aide à monter le projet, le dossier, et ça nous facilite justement pour aller démarcher. Porte-garant du respect de la réglementation pour synthétiser de l'épicerie, puisque il y a des dispositions qui sont spécifiques dans le secteur de l'aide alimentaire, et nous on se porte garant en tant que réseau national pour nos adhérents. Est-ce qu'il y a une logique d'harmonisation entre différentes épiceries, ou finalement il y a une forte autonomie qui est laissée à chacune des épiceries? Il y a les deux, puisqu'il y a une charte qui décrit un certain nombre de valeurs et de fonctionnements communs. Donc, ce qu'on a décrit comme étant le modèle d'une épicerie, c'est incontournable pour nous, sinon on ne peut pas faire partie de notre réseau. Donc, il faut être sur du libre service, il faut avoir une participation financière, etc. Voilà, il y a quelques valeurs socles. Et sur la base de ces valeurs socles, après, il y a une grande place à l'autonomie pour les structures, pour créer leurs propres projets en fonction de leur territoire, de leur situation. De tout un tas de paramètres, de l'envie des bénévoles et des salariés éventuels. Donc voilà, il y a une grande diversité après dans les 625 épiceries. Alors moi j'ai 3 questions. Il y a des questions sur le chat aussi. On va peut-être. C'est super. Ouais, alors qui peuvent très varier. Alors pour moi c'est tout petit. Doit-on présenter une carte à l'entrée du magasin? Le plus souvent, les bénéficiaires qui sont accueillis dans les épiceries sont orientés par un travailleur social. Tu le mentionnais, mais c'est important de le redire, c'est quand on rentre dans un parcours social, on se présente rarement spontanément à la porte d'une épicerie comme dans un magasin de proximité. C'est quand même une petite différence qui mérite d'être signalée. Et après, dans ce parcours social accompagné par des travailleurs sociaux, il y a besoin il y a un certain nombre d'échanges, de documents. Moi, je vais te reprendre. Donc, en fait, ça dépend. Comme tu disais, ça dépend des épiceries. Moi, non. Moi, il y a une partie qui est envoyée par le service social de la ville de Saint-Denis. Et il y a une autre partie qui viennent directement, spontanément, parce qu'ils ne veulent pas être suivis par des services sociaux. C'est ce que j'allais dire, éventuellement. Quand c'est comme ça pour terminer, donc, ils ne veulent pas être suivis par les services sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes beaucoup plus profonds. Donc, quand ils entendent services sociaux, ils sont en panique. Donc, ils viennent directement au sein de l'association, ils apportent les documents. On fait pareil, la même chose, commission d'accès et tout. Et après, on voit avec la ville de Saint-Denis, donc on informe comme quoi il y a d'autres personnes qui s'impliquent dans le réseau d'accès à l'épicerie solidaire. Donc ça dépend de certaines structures, mais il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Une partie par la ville et une partie qui viennent lambda, mais qu'il faut qu'ils habitent la ville de Saint-Denis. Donc ça, c'est la meilleure illustration de ce que je disais. Il y a un cadre commun, il y a des fonctionnements et de base, et puis après, il y a des pratiques qui peuvent un peu changer du moment que sur les fondamentaux, on reste cohérent entre nous. On doit répondre aux enjeux de vulnérabilité économique et sociale, on disait. Il n'y a pas que dans un parcours orienté par un travailleur social. T'es au-dessus du seuil, c'est mort. T'es à 8,50, désolé. C'est au cas par cas. Il y a une question là que j'aime bien. Les fournisseurs. La deuxième, moi, je l'ai. Les fournisseurs prennent contact directement avec vous pour distribuer leurs produits. On aimerait bien qu'ils passent directement par les associations, ça serait le top. Ou généralement, ils passent directement par Andes, et Andes, parce qu'ils ont quand même une structure, un lieu de stockage que nous, on n'a pas malheureusement, et qui dispatchent aux différentes associations. Oui, mais normalement, c'est directement par Andes, et quand c'est des petites quantités, ils peuvent nous contacter directement, nous associations. Peut-être qu'on peut en profiter pour dire comment on s'approvisionne au global. Oui, il y a une partie de produits qui viennent des dons de partenaires, de la grande distribution, de l'agroalimentaire, éventuellement des particuliers lorsqu'il y a des collectes. Et puis il y a une partie qui est achetée. Et donc si la question est de savoir comment ça marche pour qu'on achète des produits, il y a des pratiques extrêmement diverses. Ça peut passer par nos plateformes, ça peut être en direct avec les épiceries. Et on travaille avec tout type de fournisseurs. Alors moi j'avais une question. Oui, alors là je vois que il y en a qui ont des problèmes pour faire un don. Alors il faudrait peut-être regarder s'il y a un sujet. Mais quoi qu'il en soit, les dons seront quand même doublés
Si jamais il y a eu un incident technique, donc vous en faites pas, si vous le faites demain, il sera quand même doublé. Hein, si jamais il y a eu un incident technique, mais je pense que pour les autres, ça devrait aller. Moi, j'ai une autre question. Déjà, est-ce qu'il y a une carte de toutes ces épiceries solidaires? Bien Oui. sûr. Ouais. Sur le site d'Andes, Andes, donc andes-france.com. D'accord. Il y a une carte. Le nouveau site web a été mis en J'ai- ligne il y a une semaine. Ah, tu avais ça dans tes questions. Non, mais j'ai vu je t'ai vu ta communication Voilà. pour dire Avec qu'il la a été- carte ouais. qui est particulièrement bien faite pour trouver les épiceries. Est-ce que si on n'est pas éligible, on peut quand même aller faire ses courses et payer le plein pot, quoi? Genre, si je me dis, Oui, il y a une je nouveauté. soutiens ça, moi, ça me dérangerait Il y a pas une de payer nouveauté. 100% pour d'autres qui en payent 10 ou 20, finalement. Ouais, C'est une forme- excellente question. Ouais, exact. Ça correspond à un nouveau modèle qui est en pleine émergence, qui se développe beaucoup, qui s'appelle les épiceries mixtes, dans lesquelles il y a à la fois des bénéficiaires qui vont payer toujours D'accord. entre 10 et 30%, et des clients qui, eux, viennent payer effectivement 100% pour Sans soutenir. problème, hein. Enfin, moi, ça me le dérangerait concept. pas de payer juste pour encourager, quoi. Exactement, il n'y a pas de distinction Ouais. entre les deux, il n'y a pas un rayon pour les uns, un rayon pour les Non, autres. mais c'est le même. Là, on achète Voilà. les mêmes produits, sauf que moi, je les Il y paye a 100 quelques et contraintes. que Et vous justement, contribuez au et les 100 fonctionnement. aident à financer 10, 20 Exactement. de Ça se 3 développe- clients. Ça se développe de plus en plus. Hein. Il y en a quelques dizaines maintenant dans le réseau. Dans le et réseau. une demande sur deux de création de nouvelles structures porte sur ce type Mais de vous allez modèle. généraliser ça, ce type de fonctionnement? Alors, on ne va pas le généraliser. Enfin, de toute façon, il vous coûte dans le rien. sens où on ne l'imposera pas à nos adhérents, puisqu'on a dit on laissait la place à la diversité des pratiques, Ouais. etc. Par contre, on encourage son développement fortement. Et donc, les nouveaux projets que l'on reçoit, je disais qu'il y en a un sur deux qui veut se construire sur ce modèle-là, et ben, on s'engouffre dans cette brèche Ouais, pour les Bon, développer. voilà. Pourquoi ne pas les faire pour toutes? si je peux de rebondir, cette manière. c'est super intéressant parce que certaines épiceries solidaires fonctionnent normalement avec aussi les aides de l'État, mais malheureusement on n'a plus d'aide. Ouais. Et donc cette épicerie mix, ça va nous soulager parce que finalement, non seulement des gens pourront venir acheter et contribuer au fonctionnement de l'association et se disent au moins au lieu d'acheter dans le magasin d'en face, cet argent-là pourra servir au fonctionnement. C'est un don déguisé, mais c'est un don. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je disais, c'est que finalement, on se dit ça va créer une mixité sociale. Parce que les gens, Pierre-Paul Jacques, ils peuvent venir acheter et ils sont Au même mélangés endroit. avec des gens qui sont en Exactement. grande précarité. Et c'est ce qui est intéressant, ça crée une mixité sociale. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, ces gens-là, qui sont aisés ou pas, ils participent aux ateliers Tu as l'impression de d'insertion. contribuer, Donc, tu as ils l'impression de mélangent. contribuer d'une façon ou Et d'une les autre. gens qui sont en Exactement ça. précarité se sentent valorisés parce qu'ils se disent en fait, on est comme tout le monde. On est Ça- avec tout le monde se mélange. Ça Ah, c'est aide moins à faire stigmatisant. connaître. Ouais. Ça peut aider à recruter des bénévoles C'est ça. pour l'épicerie qui découvrent le lieu, qui voient comment ça fonctionne, que c'est un lieu qui est chaleureux, Ouais. Moi, je vous agréable, invite à le etc. généraliser, Ça ça. donne envie de s'engager. Et puis, ça crée de la mixité, non seulement dans les rayons, mais Ouais. est-ce le plus important? Je pense que là où la mixité est la plus intéressante, c'est dans la programmation, dans les animations, Oui, dans les ateliers, c'est ça. Oui, c'est super chouette. etc. Et c'est là qu'il y a C'est des des échanges, rencontres des improbables. interactions. c'est C'est super. des échanges Personne ne improbables. sait qui est bénéficiaire C'est ou pas, ça, on s'en fiche. exactement. Et ça, ça marche plutôt pas mal. Financièrement, c'est plus avantageux pour le financement même des épiceries, puisque les mêmes produits peuvent être vendus plus cher. C'est ça. Et, Et puis il y a des gens qui ont honte de rentrer dans une épicerie solidaire parce qu'ils sont catalogués personnes en précarité. Mais là, le fait Mais que d'utiliser tout le ce monde- système mixité sociale, tout le monde peut rentrer et on n'est pas censé savoir que cette personne elle est en grande précarité. Ça a tendance à tirer l'offre produit vers le haut en plus, parce que ces clients-là, en général, demandent des produits de très bonne qualité. Ouais. En général, ils sont très engagés. C'est parfait. Et donc puis ils c'est demandent bio. plus de enfin, produits le- bio, le exactement. côté, Et donc, ça la tire rééducation l'offre vers le haut. alimentaire, ouais, je la trouve. Après, on a quelques contraintes. On doit juste faire bien attention, par exemple, à ce que les produits issus du don qui sont défiscalisés ne soient pas achetés par les clients qui payent 100%. On se met ce type de règles. Donc, on a des affichages, Oui. on a des techniques. Enfin, c'est important de le dire. Alors, C'est une ouais, conformité alors à justement- la réglementation. Ouais. Mais à part ça, c'est un modèle qui plaît beaucoup. Alors justement, moi j'avais une question, parce qu'on paye de 10 à 30% de la valeur, qui paye les 70 autres, les 90 à 60, les 70 à 90 autres pourcents. Eh bien, dans les C'est produits, pas magique, hein, l'argent, que je sache. Exactement. dans les produits issus du don, cet enjeu-là n'existe N'existe pas. pas. Par D'accord. définition, on ne les a pas payés et les 10 à 30% ont une contribution nette au financement de l'épicerie. En revanche, dans les produits qui sont achetés, par définition, c'est vendu à perte. Donc, il faut l'amortir un peu sur les recettes des produits issus du don et beaucoup quand même sur des subventions. On est sur un dispositif qui est essentiellement subventionné par définition.
Donc dans les épiceries, les principaux financeurs sont les collectivités, pour aller vite. Il y a quand même un vrai enjeu de financement. En Et général. Ouais, je grince, ouais, exactement. En général. En En général. moyenne dans le réseau, pardon. Et donc il y a vraiment un vrai enjeu de financement, un vrai enjeu financier derrière tout ça pour arriver à équilibrer. Ah oui, bien Ouais. sûr, C'est un loin jeu d'être simple. d'équilibriste là que tu es en Ah, train de c'est- me c'est raconter vrai, ça. parce que Ah, c'est entre un mon. stress. Ouais, mais du coup, tu C'est un vrai prends un stress. stress. Ah oui, c'est la boule au Quand tu ventre. me parlais des dons qui sont faits, ils sont en nature ou ils sont en numéraire? On vous fait un chèque, enfin les subventions, j'imagine que c'est numéraire, c'est de l'argent. Donc, quand on parle de dons, on est sur le privé, donc soit sur les particuliers, soit sur des entreprises, etc. Voilà, donc les subventions, c'est autre chose. C'est principalement des dons en nature dans le secteur de l'aide alimentaire. Je vous disais que c'est à peu près un tiers de notre approvisionnement, donc c'est quand même assez massif, C'est massif. à l'échelle de nos 40 millions équivalents repas que l'on distribue. Il y a aussi des dons en numéraire, bien sûr, il y a du mécénat, c'est très important, c'est clé. Parfois, c'est les 10% qui manquent pour équilibrer un budget qui peuvent venir en mécénat. Et puis évidemment, il y a la collecte de fonds auprès des particuliers. Si on est présent sur votre plateforme, c'est quand même pas par hasard, c'est parce qu'on a besoin aussi De dons que les particuliers puissent contribuer via des dons en numéraire et pas seulement en produits. Les dons en produits, c'est les professionnels. Les professionnels peuvent faire du mécénat aussi, hein, et les particuliers font soit du don en produits dans les collectes, rarement dans le fonctionnement du quotidien, c'est plutôt dans les collectes, et sinon du don en numéraire. Est-ce que vous les choisissez, les dons en produits? Est-ce que vous dites j'ai besoin de shampoing, j'ai besoin de couches ici, mais là j'en ai besoin un peu plus de là? Ou en gros, vous acceptez ce qu'on vous donne et vous essayez de jongler avec ça, quoi? C'est un bien Comment vaste ça se débat. passe? Je te propose de commencer par Alors, l'expérience terrain. On reçoit un mail avec une liste de produits, donc on choisit la quantité et ils viennent nous livrer. Généralement, on choisit la date, ils nous livrent. Donc on a une liste de produits, de fruits et légumes, de produits d'entretien, donc c'est super, tout ce qui est précarité hygiénique, c'est très important. Donc il y avait un appel à projet, c'était top. Donc on choisit et il y a également une enveloppe CNES sur des produits qu'on peut acheter et ça c'est Donc là, super. tu es sur ce que nous, on Oui. apporte pour l'approvisionnement. Oui, là je parle Ouais. d'Andes moi. Hein. Donc, et donc on a une enveloppe, tout à l'heure vous parliez de numéraire, oui, et ça nous soulage énormément en fonction du nombre de foyers qu'on a qui ont accès à l'épicerie solidaire. Avec le logiciel Escarcelle qu'on a, ils savent directement on a combien de familles. Génial, ouais. Et ils font un calcul et ils nous injectent Donc c'est de vous l'argent. qui gérez la logistique, c'est vous qui C'est- gérez la gestion des stocks. On gère la logistique pour la partie de l'approvisionnement qu'on fournit aux épiceries. Effectivement, D'accord. Vous êtes un fournisseur on est des un épiceries. fournisseur. Ouais. Parmi d'autres, on ne couvre qu'une partie Oui. de l'approvisionnement. On a 6 plateformes qui sont destinées à ça, qui sont gérées en insertion, qui sont spécialisées en fruits et légumes. Mais il y a quand même une partie, malheureusement, de l'approvisionnement des épiceries. On vous laisse un petit peu vous Oui, débrouiller tout tant à bien fait, que mal. bien sûr, Alors on donne oui. des lignes directrices, on en finance une partie, mais il y a une part de Il faut se débrouiller. très, Ouais. En fait, très vous êtes locale. c'est toujours Ah, la c'est fille la de rasoir. débrouille. C'est toujours Ah, le fil de rasoir. Exactement. Ce genre de truc, quoi. Et donc j'en viens à la question telle que tu l'avais formulée sur les dons de produits, au-delà de ce qui transite par notre intermédiaire, où là on Oui, organise, bah là, etc. là, tu dispatches, c'est bon. Après, il y a des. C'est toi avant, Vous toi. êtes confrontés sur le terrain, et puis nous aussi, il y a des propositions de dons qui partent parfois dans tous les sens, qui peuvent Oui, être sur c'est des ça. très gros volumes, sur un monoproduit, qui peuvent être à date très courte. Enfin voilà, là il y a tout un tas de paramètres à prendre en Et compte. du coup, c'est pour difficile de l'équation. refuser, c'est difficile de refuser, c'est difficile de gérer. Il y a des fois, ça va te prendre de la place. Enfin, ça a un coût le stock. Ouais. Ça a un coût le stock. Donc, la donation, il faut que tu arrives à pouvoir la choisir, toi, si tu veux Exactement. l'optimiser. Il y a une image que beaucoup ont encore en tête, qui est qu'un don, c'est forcément gratuit. Ben non, un don, ça a un coût pour les associations. On doit soit aller chercher le don, soit on nous le livre. Là, c'est très bien, mais il faut le gérer. Si on est sur des gros volumes, il y a un enjeu de gestion du stock. Ensuite, il faut aller livrer nos établissements, etc. Enfin, même les dons ont un coût. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a quand même ce sujet clé. On commençait à toucher du doigt là, avec ces quelques paramètres de la bonne affectation, enfin le bon matching, si je puis dire, entre les dons qu'on nous propose et les besoins réels. Et là, C'est ce faut que ça j'allais dire, colle. parce que les dons qu'on vous Sinon, propose, finalement, c'est lié au fournisseur qui va vous le faire, quoi. Ça va dépendre de Faut pas lui, de choisir. son excédent de stock ou de son machin. Alors, il y a des fois, ça doit bien tomber, et puis il y a des fois, ça doit tomber un peu plus difficilement si tu as 50 tonnes d'un produit qui expire en une semaine. Bah, t'es bien gentil, mais j'en fais quoi? C'est exactement ça. Le schéma de base, mais vraiment voilà, pour simplifier au maximum, c'est qu'on prend les dons qui sont un peu aléatoires, qui dépendent de certains paramètres, des fournisseurs, etc. Et on les complète par les achats de manière à avoir l'offre complète et diversifiée dans nos rayons. Ça, c'est la version ultra simplifiée. Et oui, en effet, dans la pratique, on est confronté à tout un tas de problématiques, de dons
soit trop faible, soit sur les produits dont on n'a pas besoin, soit tout d'un coup, sans qu'on le voit venir, on nous propose un Ah ouais, parce que là, qu'on ne peut pas prendre d'un coup. Ah mais c'est une galère sans nom, enfin, Et moi je puis, vois c'est bien. pas forcément très bien compris par le donateur que parfois on puisse dire non. Ouais, Enfin, en voilà, plus, il y a tout un... Si on Ah dit non. non, on perd le partenaire. Donc il va aller voir une Ouais, association qui est plus apte. ce que je comprends, parce qu'on n'a pas conscience forcément, on se dit, bah tiens, moi je donne ça, je trouve que c'est bien, mais oui, est-ce qu'il y en a besoin, quoi? Ouais. Effectivement, on n'a pas forcément la conscience. Tout à fait. Je vois qu'il y a Il des y a encore questions. des questions, ça, Ouais. toujours sur les fournisseurs, hein, sur la sélection des fournisseurs. Ça, Est-ce qu'il y a est-ce que vous voulez, il y a des consultations? Comment vous faites pour sélectionner vos fournisseurs? Vous faites des consultations? C'est un acheteur public qui pose la question. J'en sais rien. Alors, à petite échelle, dans les établissements, donc dans les épiceries, on ne mène pas des grandes consultations avec des cahiers des charges, etc. C'est beaucoup plus pragmatique que ça. C'est en fonction de l'urgence du moment, des besoins immédiats, etc. Et puis chaque épicerie ensuite a ses propres filières, essaye d'optimiser au maximum, bon an, mal an, de manière très très pragmatique. Tu apporteras peut-être ton témoignage. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'aller acheter en grand volume de manière organisée sur nos plateformes pour redistribuer aux épiceries, là on essaye d'avoir une démarche achat extrêmement structurée, dans certains cas avec cahier des charges, etc., avec une mise en concurrence. En général, ces achats-là sont quand même faits sur fonds publics, donc sur les subventions que l'on obtient. Donc on doit démontrer à nos financeurs la bonne gestion des fonds qu'ils nous apportent. On rend des bilans tous les ans, etc. Donc là, c'est du sérieux. Et oui, on peut être amené à formaliser de manière un peu plus significative notre démarche achat, quoi. Voilà pour la réponse globale. Avec une orientation circuit court, bio, enfin comme tu nous l'as dit en préambule, en fait, où il y a une démarche 30% de produits frais, etc. Vous êtes dans ce Exactement, quoi, dans exactement. Mais on est toujours pris entre des injonctions paradoxales où d'un côté, on a quand même besoin de faire de gros volumes parce que les besoins sont massifs et que les épiceries nous demandent beaucoup de produits. Et de l'autre côté, on essaye de pousser au maximum le développement des produits de qualité, durables, plus de produits bio, etc. Et on essaye de mettre le curseur au bon endroit de manière pragmatique. Pour que le prix, on ne peut pas faire ni tout l'un ni tout l'autre. Voilà, on a des rayons à fournir quand même. Donc voilà, on essaye de faire les meilleurs choix, les plus pragmatiques, mais d'engager nos épiceries sur une transition vers une offre plus durable, plus locale. Et d'ailleurs, on a des financements qui sont dédiés à ça, pour aller vers notamment plus de produits bio, qui est un axe qu'on pousse très très fort. Je vous propose une chose, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute, ça, on n'a pas vu le temps passer. On pourrait peut-être faire un premier aperçu du registre poteau, pour voir tous les dons qui ont été faits jusqu'à présent. Je ne sais pas si on peut faire ça en régie. Alors peut-être en tout plus grand. Ok. Tu vois, alors, désolé, moi j'ai vraiment des yeux qui ne... On voit quelques dons déjà qui ont été réalisés. Ok, fondation, dotation du groupe SOS, Cyril Parlant. Là, c'est les transactions qui ont été faites. Ok, bon, ben, il va falloir y doubler. Ça va nous coûter cher cette soirée. En fait, si on est très convaincant, ça vous coûte très cher. Voilà, tant mieux, c'est pour la bonne cause. Vous aussi, vous avez des injonctions paradoxales. C'est encore les débuts. On pourrait aussi faire une aparté sur un sujet qui a été d'actualité, on en va peut-être un petit peu moins, mais qui est toujours d'actualité, c'est Mayotte. Oui. Alors, sans revenir forcément sur la situation, les épiceries Andes sont présentes sur place. Oui. Ça fait partie, c'est une des 4 associations du groupe SOS qui est présent sur place et qu'on a regroupé dans notre wallet 100% Mayotte qu'on a créé sur la marketplace Poto. Globalement, on a 4 associations qui interviennent sur l'aide d'urgence sanitaire, alimentaire et sur qui aident à la reconstruction. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, nous expliquer comment ça fonctionne sur place, comment vous coordonnez avec les partenaires locaux pour maximiser l'impact, quels sont les retours des actions qui ont été faites, alors pas forcément avec les poteaux, mais d'une manière générale, comment ont fonctionné les épiceries Andes durant cette période? Ok, alors à Mayotte, nous avons 7 épiceries, on en avait 2 en création avant le cyclone. Donc à peu près 3000 bénéficiaires, j'ai plus le chiffre du nombre de repas, mais bon voilà, c'est pour vous situer l'ordre de grandeur. Elles ne sont pas en très bonne forme, évidemment, depuis que ça s'est produit. On en a 3 dont les locaux sont soit détruits, soit partiellement détruits, avec des toits effondrés, etc. Des inondations dans à peu près toutes les épiceries, sauf une, miraculeusement, qui s'en est sortie. Donc voilà, elles sont en piteux état, les équipes ont souffert aussi, malheureusement, donc ça, c'est le point de départ.
Maintenant, les épiceries, pour l'instant, pour celles qui arrivent à fonctionner, sont rentrées en mode urgence, c'est-à-dire ont temporairement mis de côté, donc sauf une, le fonctionnement habituel de l'épicerie avec libre choix, participation financière, etc. Là, pour la plupart, elles sont en mode colis d'urgence, parce que la situation est quand même assez dramatique sur place, donc on a tous mis entre parenthèses nos modes de fonctionnement habituels pour gérer l'urgence sociale. Et elles ont besoin d'aide, donc on est ravis de faire partie de cette collecte de fonds. On a ouvert tout un tas de démarches en ce sens, on a des partenaires qui nous soutiennent, et donc on se projette sur 2 temps. Un premier temps, on va poursuivre cette gestion urgente, et je suis bien incapable de vous dire combien de temps ça va durer. Et puis, dans quelques temps, on va se poser une question de reconstruction, de retour plus ou moins à la normale, en tout cas pour nous, de retour à un mode de fonctionnement plus habituel et qui correspond au modèle qu'on veut porter. Mais ça signifie que la situation globale se sera améliorée sur place. Et à mon avis, ça va prendre de longs mois. Voilà, mais donc on aura des... Et là, aujourd'hui, la situation sur place ? Parce que bon, à la télé, on n'en parle plus, donc on a l'impression que ça va bien. Ouais, c'est ça. Mais la situation sur place reste très difficile. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a fait une opération d'envoi de produits de nos plateformes en métropole vers Mayotte. Et pendant un certain temps, déjà ça met un petit moment à arriver sur place, mais pendant un certain temps, il était impossible de décharger les produits parce que le port n'était toujours pas revenu en fonctionnement. Donc là, ça fait une semaine ou quelque chose comme ça qu'on a pu débarquer les produits. Mais il y a encore une faut semaine. pas avoir du périssable. Oui, alors on était sur des produits secs, là, mais il y a encore une semaine, il y avait une grande difficulté à envoyer des produits à Mayotte, Donc ça démontre que pendant tout ce temps, c'est resté dans une grande difficulté. Donc on est loin d'un retour à la normale. C'est vrai qu'on en parle moins dans les médias qui sont sur l'immédiateté des différentes crises, etc. C'est pour ça que je te pose la question. Mais nous, on s'inscrit dans le long terme sur le besoin de reconstruction de ces épiceries, de soutien à leur approvisionnement puisque la population est plus fragilisée que jamais. On s'attend à avoir une fréquentation bien plus élevée, même quand on reviendra dans un fonctionnement un peu plus normal. Voilà ce que je peux dire de la situation. Vous avez perdu beaucoup de produits Oui, alors ça par contre on a perdu beaucoup de produits puisque les épiceries inondées, détruites, etc. Grosso modo, 6 épiceries sur 7 ont perdu l'intégralité du stock. L'intégralité, c'est un peu la question. Est-ce que c'est 50% ou l'intégralité Après, comme on est en général dans les épiceries sur des petites structures en taille, on n'a pas des stocks pléthoriques, donc il y a des achats fréquents et un renouvellement assez important, donc il n'y a pas des stocks incroyables qui ont été perdus, mais n'empêche que ils ont redémarré à zéro, besoin d'acheter des produits, les filières de distribution de produits pas rétablies forcément, donc c'est quand même un joyeux bazar. Les pouvoirs publics vous ont aidé là-dedans ou il faut qu'ils se décident d'abord avant de savoir s'ils vont vous aider? Qu'ils viennent sur place et qu'ils En tout cas, directement pour les épiceries, on n'a pour l'instant pas forcément été beaucoup aidé par les pouvoirs publics. À mon avis, c'est le statu quo tant qu'ils ne sont pas mis d'accord et machin. Oui, c'est ça. Alors après, je ne voudrais pas dire des bêtises parce que je ne peux pas prétendre connaître sur le bout des doigts le plan d'urgence qui est mis en œuvre à Mayotte. J'imagine qu'il y a des tas de choses. Il y a sûrement des trucs qui arrivent, mais là, de suite, à dans les épiceries, non, pour l'instant, il n'y a pas de soutien public aux épiceries. Je pense que ça va venir, mais prendre que c'est vraiment encore le bazar complet et l'urgence sociale là-bas. Et vos salariés là-bas, vous avez réussi à rétablir le contact Oui, on a rétabli le contact avec tout le monde. Il y a une épicerie dont on est resté sans nouvelles pendant 15 jours. On était très inquiets, mais là on a rétabli le contact avec tout le monde. Humainement, ça va de notre côté. C'est pas le chapitre le plus fun, mais c'est très bien. Non, mais il faut en discuter aussi, parce qu'on en prend conscience quand on le voit à la télé. Là, tu as toutes les chaînes info, tout le monde arrive à se déplacer quand personne n'y arrive, mais eux, ils arrivent, et ils sont sur place, etc., avec leur bouteille d'eau, et après, ils repartent, et tu dis, ça y est, donc ça doit être réglé. Et la vérité, c'est que non, c'est toujours pas réglé. Il y a des on bascule, il y a des noms qui arrivent. Oui, Claudine, il y a Stéphanie. Je crois que ma mère a donné. Sophie. C'est bien ça. J'ai vu ta maman, je crois. C'est très bien. Ma femme a donné. Ça va coûter cher. Des dons de la famille pour des listes de dons. Allez-y, continuez. Et donnez aussi à Andes. Oui, tout à fait.
Alors, on va reprendre un petit peu de recul parce qu'on a parlé d'une situation difficile. Dans votre travail de tous les jours, alors à l'échelle d'un réseau, puis à l'échelle d'une association, d'une épicerie, vraiment, c'est quoi vos principaux défis? Alors, on a compris qu'il y avait, un défi financier, qu'il y avait des contraintes aussi de logistique, d'approvisionnement. Il y a certainement des défis humains. Enfin, c'est quoi? C'est aujourd'hui, si vous devez ressortir vos 2-3 principales difficultés dans votre quotidien. Déjà, tu veux commencer? Oui, ça va pas être les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. Ça va pas être les mêmes. Nous, le gros problème qu'on a, hormis le problème financier, c'est le côté humain. Donc, on a peu d'aide de personnes. En fait, les bénévoles, ils sont assez volatiles. C'est vrai que c'est une charge, il faut avoir une charge mentale parce qu'accueillir des gens en grande précarité, des fois, c'est un peu difficile. Il faut avoir de la patience, il y a tout ce qui est logistique, il y a les produits, il ne faut pas juger, il faut rester... des fois, ils sont énervés, les personnes qui sont en grande précarité, donc il faut les comprendre. Mais ça ne donne pas le droit de manquer de respect. Et c'est vrai qu'on a ce problème de moyens humains. Les bénévoles, ça va un temps, mais quand c'est bénévole... C'est le problème du gratuit, parce qu'il vient quand il veut. Exactement, et on ne peut pas leur dire pourquoi tu n'es pas venu demain, pourquoi tu ne viens pas demain, pourquoi tu n'es pas venu. Et donc, le seul moyen pour qu'une épicerie fonctionne, il faut avoir des salariés. Et les salariés, c'est très difficile à en avoir. Moi, personnellement, ça fait depuis le Covid 4 ans que je tiens une épicerie solidaire, je fais de l'aide alimentaire, et ça fait que 2 mois que j'arrive à me faire payer, mais pas avec les aides de l'État, c'est parce que je suis obligée d'animer des ateliers auprès de bailleurs sociaux qui nous permettent d'avoir de l'argent. Alors au début, je me sacrifiais pour remplir les rayons de l'épicerie parce que on ne peut pas avoir malheureusement, Andes ne peut pas nous ravitailler l'épicerie solidaire parce qu'il y a beaucoup de produits que finalement ils n'ont pas. Il y a une grande partie, c'est Andes. Et puis, le fait de proposer des ateliers qui nous permettent de faire rentrer de l'argent, je me suis dit, maintenant, je peux essayer de me générer un petit salaire. Parce que tu vivais de quoi alors? Je vivais, il y avait ma famille qui m'aidait financièrement, mais sinon, non. Mais ça, c'est pas normal, moi, je trouve. Je trouve que c'est c'est pas normal, tu vois. Là, c'est pas normal, c'est un double sacrifice. C'est un sacrifice. Ah oui. C'est un double sacrifice, je veux dire. Si on n'aime pas ce travail-là, franchement, c'est pas la peine de le faire, quoi. Et moi, je l'ai fait parce que j'aime aider et j'oublie pas d'où je viens parce qu'on est aussi dans une famille, on a grandi dans des quartiers. Ça, c'est cool. J'adore ce que je fais. Mais quand on dit aux institutions, il faut les aider. Si vous voulez vraiment que l'épicerie tienne, il faut aussi financer les bénévoles. Au bout d'un moment, on a du mal. Et c'est le problème majeur, c'est les moyens humains, le côté financier. Voilà, c'est les deux problèmes. Et étant quand même liés. Alors, les deux sont liés parce qu'un salarié, ça coûte. Exactement. À 1500 balles, déjà, il faut qu'il vienne. Déjà, il faut que ça lui plaise. Exactement. En plus, il te coûte le double. En plus, derrière, il te coûte le double. Et derrière, il faut avoir une charge mentale, parce qu'on est psychologue, on est psychiatre, on est agent de sécurité, on est logistique, on est tout. On fait tout. On fait tout, vraiment un travail. Et à la fin, il faut avoir un mental d'acier. Et on est une éponge, parce qu'en fin de journée, quand on rencontre des familles qui sont en grande précarité, qui ont le cancer, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur travail, en fin de journée, on est saturé, quoi. Et tes moments de plaisir, alors, ils sont quoi? Comment? Tes moments de plaisir. Oui, les moments où tu fais putain, c'est bon, quoi. Ah, mais on se sent utile et puis c'est valorisant et j'adore ce que je fais, mais c'est vrai que c'est épuisant parce qu'on a l'impression de ne pas être soutenu par certaines institutions. Par les pouvoirs publics, essentiellement. Exactement. C'est cela où vous avez l'impression. C'est vrai que vous êtes sur le fil du rasoir. C'est pas normal qu'elle se paye pas. Alors, non, c'est pas normal. C'est juste un truc. En entendant ça, je pense qu'on peut dire bravo pour son engagement. C'est classe. Mais moi, je me dois de préciser que, évidemment, c'est pas le modèle souhaité, c'est pas le modèle. Je sais bien, mais. Principal d'ailleurs, heureusement. Oui, mais dans une boîte, on l'aurait fermé. Une approche sacrificielle comme ça, c'est pas. Dans une boîte, on l'aurait fermé. Moi, ça serait une filiale. Je dirais, attends, ça coûte du pognon, laisse tomber, on ferme. Là, elle continue, elle sert, elle aide, elle tient. Donc j'ai envie de dire bravo, mais il faut l'encourager là-dedans. Exactement. Alors heureusement, si tu me permets, toutes les épiceries ne sont pas dans cette situation. Non, je me doute, Pour vous donner un peu le panorama global sur les forces en présence, on va dire, il y a en moyenne 20 bénévoles par épicerie avec des temps consacrés à l'épicerie variable. Quand on calcule, c'est à peu près 2,5 ETP, équivalent temps plein, qui sont consacrés aux épiceries sur le bénévolat. Ah oui, déjà, tu gères 20 mecs tu gères 20 personnes pour 2,5 quoi. Exactement. Déjà, ça te fait 8 fois plus de boulot. Exactement. Bon, ça, c'est la partie bénévolat. À l'échelle du réseau Andes, il y a presque 12 000 personnes qui sont bénévoles dans les épiceries, qui certes donnent parfois que quelques heures, mais c'est quand même formidable. Voilà, donc c'est aussi un aspect paradoxal, et donc on encourage les gens à se présenter dans les épiceries pour contribuer bénévolement.
Ensuite, sur les équipes salariées, en moyenne, il y a 2 salariés par épicerie dans le réseau, mais c'est une moyenne. Et dans cette moyenne, il y a 20% de nos épiceries qui n'ont pas de salariés, qui fonctionnent uniquement sur du bénévolat. Quelques-unes qui ressemblent à des mini-supermarchés qui vont en avoir 5, parfois 10. Donc cette moyenne cache évidemment des situations extrêmement différentes. Oui, tu as un écart type. Parfois des situations assez fragiles en fait, si tu me permets de présenter les choses comme celles que je viens d'entendre. Et ce qui est important, c'est que, parce qu'il y a des personnes des fois en précarité qui nous disent oui, mais pourquoi soit tu nous vends à 10-30% alors qu'on a vu à la télé, il y a des épiceries où c'est limite 1 centime ou 5 centimes le produit. Mais ce qui est important, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'épiceries sociales et solidaires qui sont gérées par la ville. Donc c'est comme un service social de la ville. Et alors que nous, épicerie, on n'est pas. Non mais ça, vous n'avez pas à revenir sur votre modèle, il est très bien quoi. Oui, tu payes 1 centime, mais bon, tu vas te payer un truc d'ongle et à la plupart 70 des balles. épiceries solidaires, elles sont gérées par le service, le CCAS de la ville. Oui, mais c'est pas la même Alors chose. voilà, donc c'est pour ça qu'il faut dissocier les deux. Il y a l'épicerie qui est gérée par la ville, ok, donc là ils ont des subventions, ils ont une aide importante. Et il y a nous comme épicerie, nous, on essaye justement avec les moyens du bord de continuer à survivre grâce à des dons, un peu à l'arrache comme on dit quoi. Mais on n'est pas, il y a beaucoup d'associations d'épiceries solidaires qui coulent parce que c'est pas. Après aussi c'est une question politique aussi, il faut rentrer. Il y a des structures qui sont utilisées, des épiceries solidaires qui sont utilisées parce que ils sont dans la politique et il y en a qui veulent pas se ranger dans la politique et ils galèrent plus que certaines qui sont tout ce qui est géré par une ville quoi. Sur les moyens humains, on disait tout à l'heure qu'il y a un lien évidemment avec le sujet financier. C'est évident, mais il faut le rappeler. Non, mais je le vois à chaque fois de nos Twitch. Nous, en tant que tête de réseau, on reverse des financements aux épiceries, mais on soutient à ce qui est un autre énorme enjeu, ce qui est l'autre réponse d'ailleurs à la question, sur leurs approvisionnements. Nous, on reverse 7,5 millions par an à nos adhérents, mais en soutien à l'approvisionnement parce que nos financeurs veulent soutenir l'approvisionnement. Et on ne reverse pas de financement, c'est vrai, à nos adhérents sur leur fonctionnement. Et donc là, c'est à chaque structure d'aller trouver son modèle, son financement. Les collectivités subventionnent en moyenne, c'est quand même 70% du budget des épiceries. Et comme sur tous les sujets, une moyenne cache des disparités. Je pense que ce pourcentage est hélas moins élevé dans ton épicerie, et ce qui explique cette situation. Et les subventions qui peuvent être très variables et qui ne sont pas pérennes, on le voit en parlant avec d'autres associations, on peut avoir... Oui, à chaque fois, ils ne savent pas si l'année d'après ils l'auront, ils ne savent pas s'ils ne vont pas être mis en compète avec 3 autres assos, et s'ils ne vont pas diviser, parce que finalement il y a de nouveaux et qu'on va tout diviser quoi. Il y a des subventions qui sont de fonctionnement, qui sont censées être renouvelées tous les ans, mais qui effectivement sont conventionnées pour une année. Donc on dit que normalement ça va être renouvelé, mais il y a toujours cette petite incertitude. Tout à fait. Et puis pire, il y a les subventions qui restent intéressantes quand même, qui sont ponctuelles, qui sont liées à de nouveaux projets. Quand on répond à un appel à projet, l'association remporte le financement, met en œuvre son projet. Une fois que le projet est fini, il n'y a plus de subvention. Et effectivement, il ne faut pas bâtir des besoins pérennes sur ce qui est un financement ponctuel, sinon là on va au-devant de quelques problèmes. Oui, mais c'est dur de se projeter, de faire un plan de financement, d'approvisionnement, de recruter si on n'a pas des ressources stables, pérennes. Oui, absolument. On vit au jour le jour, limite. C'est là qu'on intervient normalement. Alors dans certains cas, on y arrive très bien, l'épicerie est bien financée, fait tourner son modèle, et dans d'autres cas, on arrive sur des structures plus fragiles. Mais c'est exactement le type de choses qu'on conçoit en amont lorsqu'on accompagne un porteur de projet qui veut créer son épicerie. On reboucle avec un des sujets de tout à l'heure. C'est exactement ce type de choses qu'on regarde. C'est pas pour enfoncer le clou, tu parlais au début de la croissance qu'il y avait eu sur ces 5 dernières années. Et je suppose que s'il y a un taux d'épicerie qui ferme chaque année, qui n'arrive plus. Enfin, non, ça monte, c'est en croissance. Oui, c'est en croissance, mais la croissance nette. Ah oui, une croissance dynamique. Une croissance dynamique, oui, peut-être. Et alors des fermetures d'épicerie, vous avez en limité la casse. moyenne, on doit en avoir une par an. D'accord, donc c'est une et demie peut-être en moyenne par an. Non, bref, pour dire que c'est extrêmement marginal. Vous les accompagnez vachement bien. Ça arrive. Bah, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas... Il n'y a pas de solution. Qui sont insolubles, ça arrive, mais c'est quand même extrêmement marginal, heureusement. Oui, mais vous les accompagnez bien. Oui, parce qu'on les prend dès le début. Vous les prenez dès le début, tu as la foi, la force, la volonté, etc. On peut te guider, quoi. On peut t'aider, on peut mettre à disposition, et c'est ça votre force. C'est exactement ça. Et normalement, en plus, les financements qu'on amène, nous, subventions au niveau national, ont un effet très rassurant normalement sur les financeurs locaux. Donc, quand un porteur de projet local arrive avec nous,
on l'accompagne sur les sujets qualitatifs, techniques, etc. Et on vient avec un bout de financement et on leur explique que le modèle habituel qu'on voit dans les autres départements, par exemple, c'est que la ville mettant, que le département mettant, et que c'est ça qu'il faut faire. Bon, dans la plupart des cas, on y arrive, quoi. D'accord. Voilà. Je regarde, il y a des nouvelles questions qui sont tombées. Alors, quid des contraintes de normes? Parce qu'on on sait qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de normes, et notamment les normes sur les produits alimentaires. Exactement. C'est une bonne question sur laquelle je vais essayer de ne pas vous faire un speech trop long parce que je pourrais, mais oui, nous avons des enjeux de normes, de conformité réglementaire. On a des obligations de traçabilité, parfois plus fortes que la grande distribution, par exemple. Voilà. Qui sont liés à l'origine de vos financements? Qui sont liés à l'habilitation à l'aide alimentaire, pardon c'est un peu technique, mais qui est l'agrément administratif qui nous donne droit aux subventions en effet. Ok, donc en gros, en échange de ça, tu me respectes un cahier des charges, traçabilité de A à Z, etc. Et dans les exigences de cet agrément, il y a la traçabilité et le respect de normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et donc ces deux thématiques sont les thématiques sur lesquelles on forme le plus les épiceries du réseau. On a une équipe qui fait ça une partie de son temps, qui fait des formations sur l'hygiène, sur la traçabilité pour respecter ces contraintes-là, qui sont lourdes, qui sont compréhensibles, mais qui méritaient d'être signalées parce que c'est un des éléments de notre métier en plus, effectivement. Quelles régions connaissent des difficultés à trouver leurs bénéficiaires? Vous avez des exemples, des réussites à nous parler? Alors, des régions qui ont du mal à trouver des bénéficiaires, moi je ne sais pas répondre à cette question. Non, à mon avis, c'est pas des difficultés, ou plutôt qui sont débordés. Des bénéficiaires. Que lorsqu'il y a des besoins. Donc on ne crée pas d'épicerie s'il n'y a pas de besoin. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas en conquête de clients, quoi. Non, ils viennent. Une épicerie, puis on voit s'il y a des gens qui viennent. Nous, on a beaucoup de personnes en liste d'attente. C'est plutôt le contraire. Voilà, c'est intéressant. Alors justement, c'est quoi les enjeux par rapport à tout ça, quoi? Ils sont en liste d'attente, et puis les personnes qui bénéficient pendant 3 mois ou 6 mois, ensuite on fait un turnover, donc finalement on leur dit que fin d'accès, et puis on récupère des nouvelles personnes. D'accord. Mais le gros problème, c'est que ces familles qui ont tellement apprécié pendant 6 mois les produits à très bas prix, c'est dur de leur dire stop. Ouais. Et la dernière fois, je pense que tu étais au courant, on a dû fermer l'épicerie pendant 10 jours parce qu'une personne n'a pas apprécié qu'on lui dise que c'est fin d'accès, et ils ont failli nous frapper parce qu'ils voulaient continuer à avoir accès à l'épicerie. Donc c'est aussi ça. Mais nous, on a des personnes en liste d'attente. Il faut juste, le gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de dons, on n'a pas d'argent et de produits alimentaires pour essayer de récupérer. Aujourd'hui à Saint-Denis, tu as combien de personnes à Là, peu près? j'en ai 86. 86 familles, sachant qu'une famille, elle est composée de 4, 5, ouais. voilà, exactement. À mon avis, c'est au moins 4. 86 familles, on a réduit, mais on a pratiquement une cinquantaine, voire 70 familles en attente. Donc, 160, 164, donc tu as 600 personnes. En gros, en moyenne. Centre-ville, hein. Oui. C'est pas Saint-Denis. C'est pas tout Saint-Denis, tu as 600 personnes et tu en as, 70 fois 4, tu en as la moitié en attente. En moyenne, une épicerie, elle accompagne 450 personnes par an, avec une composition de foyer, je ne sais plus, c'est 2,6 ou 2,8 personnes par foyer en moyenne sur le réseau. Et donc, quand on compte les individus au total avec les familles, c'est en moyenne 450 par épicerie. À nouveau, une moyenne qui cache des disparités importantes, évidemment. Et 450 personnes, ça coûte combien? Enfin, il y a combien à filer en subvention? En gros, ça coûte combien de personnes? Puisqu'on est sur les moyennes. 450 individus en moyenne pour un budget moyen de 105 000 € pour la gestion d'une épicerie. À l'année. À l'année. Ce sont des 500... plutôt petits budgets pour ceux à qui ces ordres de grandeur parlent. Ce sont quand même des petits budgets. Environ 100 000 €. 105 000 € pour être précis, c'est le budget moyen des épiceries. Alimentaire, c'est pas pour le fonctionnement. Ça, c'est le budget global. Ça veut dire que c'est 200 € quoi, par personne. Oui, on peut faire un ratio un petit peu plus. 200 € par personne. C'est ça. Avec quelque chose près. Par an et par personne. Donc si on donne 250 poteaux, on a une personne par an, quoi. On sauve une personne par an, quoi. Exactement. En gros, on compense votre truc. Tu peux raisonner comme ça. Avec 250 poteaux, tu fournis un an d'alimentation pour une personne. Mais attention, nous on a fait pour une personne avec du discount, avec de l'optimisation, mais en tout cas tu compenses le trou, quoi. Enfin, tu participes à. On a fait des calculs où on démontre qu'il y a besoin de moins d'argent quand même pour créer une place, puisqu'après il y a tout cet effet d'entraînement sur les autres leviers, sur les dons de produits qui ne coûtent en partie rien, sur les financements locaux des collectivités, etc. Donc il y a, on a fait des calculs qui sont sur la plateforme d'ailleurs, on s'est prêté à l'exercice, un poteau ça permet ceci, 10 ça permet cela, et on a tenu compte de cet effet
On n'a pas besoin que la générosité du public finance 100% de notre dispositif. On a d'autres leviers. Voilà, donc je nuance Non, et un qu'ils peu puissent ce se payer, message. quoi. Ah oui, non, mais Tu vois, moi, c'est voilà. dans ma tête, je me dis, puis il y en a d'autres, quoi. Mais en gros, c'est quelqu'un qui sacrifie son temps, qui va dans un endroit où tu payes de 10 à 30% avec des bénévoles, une salariée qui ne l'est pas, etc. Là, c'est trop, quoi. Mais l'enjeu il qu'on faut a aider, sur quoi. cette structure, en fait, c'est que la contribution des collectivités est plus faible que la moyenne du réseau. Hein. Enfin, voilà, faut Oui, parce qu'il y a peut-être beaucoup de ça. structures aussi à Saint-Denis. Oui, d'aide C'est ça aussi le problème. Le problème, c'est que tout ça se ventile. Situé où précisément au centre-ville de Saint-Denis, à la basilique. 200 mètres. Oui, voilà, à 200 mètres de la basilique de Saint-Denis. Tout à fait. Et la pignon sur rue, c'est intéressant quand même. Oui. C'est pas le cas toujours dans les épiceries. Parfois, c'est en arrière-cour ou Oui. pas, etc. Ça dépend du concept. Là, elle est bien visible si vous allez vous balader non loin. Bon, on peut y aller, on est payé 100%. Avec grand plaisir, justement. C'est vrai, moi je veux bien, mais voilà. Moi, j'ai pas de justificatif de reste à vivre, machin. C'est une épicerie où on n'a pas l'impression que c'est une épicerie solidaire. C'est assez cosy, convivial. Et c'est le but, c'est que quand les gens qui rentrent, ils n'ont pas l'impression d'en trouver. C'est le but, quoi. Qu'ils se sentent, qu'ils viennent prendre un petit café et qu'on échange. Quand tu parles de dignité, effectivement, Oui. avoir un endroit comme ça, Exactement. pas un endroit Tout à fait. précaire, c'est ça. contribue aussi. Tout à fait, exactement. On les valorise. Tout à fait. Bon, est-ce que tu as des belles réussites à nous parler, à part une fois que tu as été obligé de fermer pendant 10 jours, etc. Est-ce que tu as des bons souvenirs? Ah oui, les belles réussites, c'est des personnes qui ont réussi à trouver un emploi. Ouais. Donc, alors, un jour, on a animé un atelier culinaire, pizza. Une personne qui était SDF et qui travaillait dans une pizzeria. Et il a animé un atelier. Et donc, les gens venaient, ils faisaient eux-mêmes leur pizza, la pâte à pizza. Ils ont monté, ils ont tout fait. Ils sont repartis avec leur pizza. On a diffusé ça dans les réseaux. Et on a dit, cette personne a recherché un travail. Et finalement, il y a quelqu'un qui nous a contactés. Et elle a trouvé un emploi. Donc, voilà. Et ça, c'est top, quoi. On s'est dit, c'est ça qui fait du bien. utile. C'est ça qui permet de supporter tout le reste. C'est gratifiant, c'est valorisant. Et on se sent utile. Et ça, c'est le plus beau cadeau, quoi. C'est ce que Riyad appelle la dose de dopamine. On a des chiffres globaux sur le réseau que je n'ai plus en tête, malheureusement. Vous me pardonnerez ça. C'est pas grave, on ira les permet de regarder. dire Rappelle ton site, d'aller sur le site andes-france.com. Et on a fait toute une mesure d'impact social, parce que les associations font de plus en plus pour démontrer leur utilité. Et on a des chiffres qui montrent que c'est très très utile pour les personnes qui fréquentent. Mais ce qui est très utile, c'est que surtout vous les prenez dans leur ensemble. Vision 360, oui, exactement. Il y a un côté, d'ailleurs, toutes les structures associatives, elles sont venues à ça. Au départ, tu donnes à manger, mais après, tu t'aperçois que le vrai problème, il est. C'est que la partie visible. C'est souvent que la partie visible. Tout à fait, exactement. C'est sympa. Ah bah voilà, très bien. Ouais. Nous actuons la solidarité. Au top. Et donc c'est là-dessus, et c'est sur votre site qu'on peut trouver la carte de toutes les épiceries solidaires. On peut également faire un don, vous pouvez faire un don en poteau également. Donc il y a toutes les possibilités. Et tous les canaux sont prévus. Ouais, mais top, il faut vous aider. Et sinon vous allez dans les épiceries, vous payez 100% du prix, et comme ça les aidera aussi. Tout à fait. Exactement. En introduction, on parlait d'innovation, d'efficacité. Qu'est-ce qui, dans l'organisation des réseaux Andes, qu'est-ce qui tu as mis en place ou qui existe déjà, qui contribue à accroître l'efficacité, l'impact de ce que vous faites? Ou tu peux dire finalement on a innové sans que ce soit technique, encore une fois, c'est pas une innovation en termes d'organisation, de fonctionnement. Alors il y aurait pas mal de choses. Déjà on a développé de nouveaux modèles avec des épiceries un petit peu différentes des autres. On a déjà parlé des épiceries mixtes. On a développé beaucoup les épiceries itinérantes. Donc là, le nom est assez parlant. Les épiceries se baladent. C'est un camion itinérant. On a multiplié par 3 leur nombre ces dernières années pour aller dans les territoires ruraux. On a développé beaucoup les épiceries étudiantes présentes sur les campus, donc dédiées aux étudiants, souvent gérées par les étudiants pour les étudiants. Donc voilà, ça c'est la diversité de nos modèles. Après, il y a tout un tas d'innovations sur des aspects organisationnels, optimisation, comment gérer un réseau d'une taille croissante. Ça pose quelques challenges. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Andes, toi? Ça va bientôt faire 6 ans que je travaille. Et avant, tu étais dans des grosses boîtes, c'est ça? Et avant, moi j'ai toujours travaillé dans l'économie sociale et solidaire. J'ai commencé au groupe SOS, dont Andes fait partie. Andes est une association du groupe SOS.
J'ai travaillé pendant 10 ans dans les fonctions support du groupe SOS. J'étais en charge de la politique achat et de la politique de développement durable du groupe, appliquée à tous ces métiers. Et puis un jour, j'ai voulu me rapprocher un peu du terrain, et j'ai rejoint Andes en 2019. C'est pour ça que c'est bien optimisé. Donc, du coup, tu essayes d'optimiser toute Exactement, la chaîne, tout le monde. Comme une boîte, hein, c'est ce qu'on fait. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est de l'entrepreneuriat social pour s'en sortir dans les conditions qui sont les nôtres, avec les moyens qui sont les nôtres. Ouais, avec un côté un peu bancal, avec de la gestion humaine difficile, hein, du bénévole à 1 heure par semaine, c'est pas facile à gérer. Si t'en faut 26 pour faire 2 employés, ça te prend beaucoup de temps. Des subventions qui dépendent, du don qui dépend, et du don en nature, il faut que tu te débrouilles avec ce qu'on te donne. Exactement. Ça résumé une bonne partie ça commence à faire beaucoup. Hein. Bah ouais, tu sens que là c'est un vrai jeu d'équilibre. On a des challenges, après on est très aidé, on est accompagné par un partenaire public, on a des partenaires privés, on aura des donateurs beaucoup plus nombreux après cette émission. Grand plaisir. Donc voilà, il y a plein de challenges, mais on ne serait pas dans un déploiement aussi massif. Et vous arrivez quand même à faire de la croissance, c'est ça qui est fort, quoi. N'étaient pas réunis. Bah oui, on y arrive depuis 2020 surtout. Il y a quand même eu une accélération très forte, tu l'as illustré avec ton témoignage, une accélération très forte malheureusement pendant le Covid, et les besoins ne sont pas démentis. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit peut-être, mais moi s'il fallait donner un chiffre sur les besoins, sur la situation sociale, il y a 49% des Français qui déclarent devoir s'imposer des restrictions significatives sur leur budget alimentaire. Significatives, j'entends. C'est pas juste faire un arbitrage, c'est 1 sur 2 maintenant. Et c'est une courbe qui est dingue, qui est suivie par le CREDOC depuis 1979. Et donc c'est une courbe qui a quelques soubresauts, mais qui est sur une tendance ascendante complètement dingue. On est maintenant sur 1 Français sur 2 qui déclare des restrictions, enfin mettre en place des restrictions. Encore un petit peu, tu auras une majorité de gens qui ne bouffent pas, quoi. Ouais. C'est ça. Pour faire simple. Qui mangent pas bien, qui mangent mal. Enfin, en tout cas, qui sont obligés de Oui, qui mangent mal, c'est quand même ça le sujet. Il y a bien évidemment des gens qui n'ont pas assez à manger. On travaille dans l'aide alimentaire, c'est le point de départ de nos réflexions. Mais le plus gros marqueur de la précarité des personnes qui fréquentent nos structures, c'est les restrictions qu'ils s'imposent. C'est manger des produits pas chers, parce qu'ils font comme ils peuvent, et des produits qui sont médiocres en qualité souvent. Ouais, c'est ça le plus gros marqueur. Il manque une éducation alimentaire. C'est l'éducation alimentaire. Pas seulement, parce qu'il y a évidemment les moyens financiers pour se payer des produits, et par ailleurs, quand on est enfermé dans cette situation, oui, bien sûr, il y a un enjeu d'éducation alimentaire, mais le premier sujet, il est financier, c'est la situation sociale de ces personnes qui les contraint à ces arbitrages horribles sur leur budget alimentation. Oui, mais moi je le vois aussi souvent quand je discute, etc. Où les gars, tiens, j'ai du mal à. Et puis ça se fait livrer une pizza, quoi. Ta pizza à 20 balles, c'est un repas, quoi. Et de plus en plus. Tu vois, donc il faut que tu apprennes à cuisiner, quoi. Parce que tu verras qu'avec 20 balles, tu peux cuisiner longtemps, quoi. Et de plus en plus, dans les épiceries, on fait des ateliers culinaires anti-gaspi. Exactement. Donc il y a eu des appels à projets lancés par Andes, et donc on a participé, on a emporté le projet. Et donc on fait. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne connaissent pas certains aliments. Donc il y a des fruits et légumes, ils les ont jamais goûtés parce qu'ils ne connaissaient pas ou ils n'avaient pas les moyens. La base, quoi. Et donc, on fait des petits mix, on fait des ateliers culinaires avec du riz, les enfants. un œuf, il y a un steak, un machin. Bon, c'est pas hyper compliqué, quoi. Et on les pousse aussi à ne pas jeter leurs produits. Donc, ouais, exact, tout à fait. Voilà. Ouais, c'est l'épicerie. On a fait des collectes, où on essaye de voir, on fait des collectes. On fait prévention, stop violence, parce qu'il y a eu 2 décès sur la ville. Donc, on a fait la sensibilisation en plus. On fait des collectes, c'est très important. On fait des collectes pour récupérer un peu de dons parce qu'on ne peut pas les acheter. Et donc c'est des bénévoles, c'est des jeunes en service civique, des jeunes qui font des travaux d'intérêt. On a une habilitation. Dans tes bénévoles, c'est quoi les tranches d'âge ? Entre les bénévoles, on en a beaucoup. Alors, pour les collègues, c'est des jeunes, donc entre 16 et 25 ans. Ils kiffent faire ça ? Ils adorent. Ah oui, de plus en plus de jeunes. Ah oui, de plus en plus de jeunes, oui. C'est bien. Et oui, on les sensibilise, on leur dit, c'est bien parce que pour eux, ils se disent que rien n'est acquis dans la vie. Ils s'en rendent compte que vraiment, ils sont sur le terrain. Et puis sinon, dans l'association, c'est des personnes qui recherchent un emploi ou c'est des personnes âgées qui veulent donner de leur temps, quoi. Il y a quand même un gros enjeu dans le pays que vous connaissez sur le vieillissement des bénévoles. Heureusement, il y a des situations et des cas où il y a de l'engagement de personnes plus jeunes, etc. Et ça, c'est formidable. Mais l'enjeu du vieillissement des bénévoles est quand même là. Nous, dans l'aide alimentaire, si on dézoome encore plus, on est quand même sur un système qui repose sur 200 000 bénévoles, toute association confondue, là j'entends. Et le système fonctionne grâce à ça, en bonne partie. Donc voilà, ça c'est un gros sujet. On a besoin de bénévoles plus jeunes,
qui peuvent avoir leurs propres contraintes liées à leur travail, à leurs études, etc., hein, bien sûr. Mais on a besoin de l'engagement de jeunes à nos côtés et les bénévoles les plus âgés le disent eux-mêmes, quoi, hein. Ils sont à la recherche d'une génération de bénévoles plus jeunes prêts à s'engager. Voilà. Mais et pourtant, toi, tu les trouves, toi. Et toi, tu les trouves. Mais c'est grâce à l'énergie de... Non, mais toi, tu les trouves, ces jeunes qui s'engagent, etc. Oui, parce que, en fait, c'est des jeunes bénévoles, mais aussi des jeunes en service civique, des jeunes qui sortent, qui sont en tige, qui doivent faire des travaux d'intérêt. Donc, c'est assez facile parce qu'ils doivent faire des heures. Mais sinon, on a des bénévoles, mais malheureusement, ils ne restent pas longtemps parce que c'est assez physique, c'est un travail assez prenant, donc, mais c'est difficile de les perdurer. Donc, on essaye de leur donner quelques petits présents, quelques petits cadeaux, mais ils ne restent pas très longtemps. Gros enjeu, donc le bénévolat, c'était ta question. Quels sont nos principaux défis? Moi, si je dois résumer, c'est financier, humain, dans tous les sens du terme, avoir des salariés, avoir des bénévoles, et puis l'approvisionnement dont on a parlé, que les dons de produits qui sont en baisse. Je ne sais pas si on a suffisamment insisté sur ça, c'est quand même un de nos messages clés. Si tu as 49% de la population et que vous en gérez 500 000, on sent bien que la source, elle n'est pas tarie encore. Hein. Vous n'allez pas fermer les épiceries demain. Quoi. Oui, certes, mais en tout cas, les dons de produits sont en baisse et fragilisent les épiceries, donc il faut que nos budgets achats augmentent pour compenser ça, donc on retombe sur l'enjeu financier. Donc vous donner des dons en nature ou même du don en numéraire, en fait. Exactement. On a bien parlé de bénévolat, quelqu'un qui veut apporter son aide en bénévolat, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau d'une épicerie, comment il fait? Il nous contacte directement. Vous le prenez, vous l'accueillez à bras ouverts. Oui, exactement, oui. Sinon, on a des gens engagés, réguliers et fiables, s'il vous plaît. Réguliers et fiables. Sachez à quoi vous engagez. Quoi. Quand on devient bénévole, c'est bien, c'est super chouette. Mais engagez-vous au moins de façon fiable, une journée par semaine, une demi-journée par semaine. Parce qu'une heure, le temps de les former, c'est pas une valeur sûre, parce que ça se trouve, on va les former, on perd du temps et le lendemain, ils sont plus là. Donc c'est quoi le minimum pour toi d'engagement, enfin le truc idéal? L'idéal dans un monde de bisounours, c'est une journée par semaine. Une journée par semaine, voilà. Donc si vous engagez, mais c'est peut-être un truc à demander d'entrée de jeu. Demandez ça d'entrée de jeu parce que c'est trop compliqué sinon. Tu vas gérer 2 heures, les gars, il faut le former, il va te falloir une demi-journée. Il va bosser 2 heures, en plus c'est la première fois donc ça va pas être très bon. Et derrière tu l'as paumé. Ah bah voilà, tu as entre 15 ans, même 15 ans on prend, et 99 ans, et tu es engagé. Ça a plein d'énergie. Voilà, l'association Baraban, n'hésitez pas, vous nous contactez, et puis avec grand plaisir. Et au moins une journée par semaine. Et une journée par semaine. Sur le site Andes, encore lui, vous avez un petit formulaire pour faire part de votre souhait de faire du bénévolat et en fonction de votre... Quel type de bénévole vous avez besoin? Quel type de compétences? On vous envoie vers l'épicerie la plus proche. Quel type de Alors pour toi et pour toi, parce que vous n'avez sûrement pas les mêmes. Des compétences très pratiques, très simples, c'est pour aller contribuer à faire de la ramasse en magasin, du rayonnage et des ventes au public. Donc là, il faut être à l'aise avec le public et savoir présenter, etc. Mais on recherche des profils très polyvalents en fait. J'ai envie de répondre très largement à la question. Oui, de 15 à 99 ans, tout type de profil. Et au moins une journée, et pour toi au moins une journée par semaine? Au moins une demi-journée par semaine, je pense que c'est pas mal parce qu'il y a des épiceries souvent qui ne sont pas ouvertes toute la semaine, qui ouvrent quelques demi-journées par-ci par-là et qui peuvent s'organiser avec des demi-journées de bénévolat de manière intéressante s'il y a un engagement dans la durée. Donc, vous devriez le mettre en truc une demi-journée, une journée par semaine sur 3 mois au moins, sinon vous venez pas quoi. Si t'as pas 3 mois, une journée par semaine à me filer, et puis au moins qu'ils sachent à quoi ils s'engagent, bon c'est 3 mois ou 1 mois ou 2 mois, mais vous devriez le mettre en entrée. Je pense que les gens ne le savent pas, et au moins tu sais que tu y vas. Déjà vous avez filtré quoi. Ça peut même être à distance, parce que nous, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez besoin de gens qui soient forcément physiquement présents dans vos épiceries? Non, pas obligé. Là, on recherche une personne qui puisse nous trouver des financements, qui nous cherche des partenaires. Donc, qui répondent aux appels à projets, parce que ça demande du temps de répondre à un appel à projet, d'être là sur Internet. Alors, juste pour simplifier pour tout le monde, pour expliquer à tout le monde, c'est quoi un appel à projet? Un appel à projet, alors il y a une structure, il y a des entreprises, comme même Andes, qui lancent des appels à projets. Donc, par exemple, bien manger, un appel à projet bien manger. Et donc, il faut remplir un dossier qui est assez chargé pour certaines structures. Il faut envoyer les documents et on attend justement, il faut convaincre. Donc, il faut avoir les termes pour convaincre la structure qui lance cet appel à projet. Il faut faire un budget prévisionnel pour exactement. montrer comment les fonds vont être utilisés. Exactement. Parce que les financeurs ont envie de savoir à quoi va c'est ça, ils veulent leur impact aussi. Le statut de l'association, l'historique de l'association, qu'est-ce qu'elle fait.
il faut dire pourquoi cet argent, vous demandez cet argent, elle va le servir à quoi. Ok. Et puis après, donc on patiente. Donc des bénévoles à distance qui seraient ça qui serait le top. rempliraient des dossiers et qui feraient de la conquête de financement. Recherche de mécénat d'entreprise. Il faut bien le lancer, ça. Il y a forcément des. En fait, on peut avoir besoin de bénévoles sur des fonctions très diverses. Finalement, comme on gère une structure qui commence à avoir une certaine taille, qui a des besoins de services support, sur de l'informatique, sur de l'optimisation de la logistique, il y a plein de choses imaginables. Donc s'il y a des gens qui ont des compétences, ça nous intéresse énormément. Ça peut être des particuliers qui s'engagent en tant que bénévoles, ou ça peut être du mécénat de compétences venant d'entreprises, donc des entreprises qui souhaitent donner des journées de leurs collaborateurs. Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup, ça. Ouais, ça se fait beaucoup et c'est peut-être plus fiable. C'est extrêmement intéressant. C'est intéressant surtout si c'est un peu dans la durée, là aussi. Ça n'a pas besoin d'être sur 3 ans ou autre, mais pour une non, mais au moins que tu saches que sur 3 mois, tu l'as, quoi. Après, tu verras dans 3 mois. Mais Et donc, ça, pour le coup, on est très friand. Donc, il ne s'agit pas seulement de chercher des gens qui vont travailler de manière très, très concrète dans les rayons de nos épiceries. On a des besoins de compétences extrêmement variées. Comptabilité, voilà, gestion. Donc, sur le. Tout type de compétences, en fait. Tout. Ah oui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien. Donc, site Andes France ou Maraba pour Saint-Denis. Pour Saint-Denis, voilà, pour aider à la recherche de financement ou l'aide au niveau de l'épicerie. On n'est pas loin de la fin de l'émission. Alors, je ne sais pas si chacun des deux veut dire un dernier mot, un dernier message, une dernière information, anecdote à raconter. Je pense qu'on a déjà été assez complet, donc on remercie par avance les personnes qui nous écoutent et qui pourraient être amenées à contribuer. Oui. Je vais finir par une anecdote quand même pour montrer qu'on a du travail. Je m'inscris dans le cahier des charges qu'on me donne. J'étais sur notre plateforme d'approvisionnement à Rungis il y a quelques jours et son directeur m'expliquait comment il a récupéré 2 palettes de choux-fleurs, pourquoi ils ont été refusés par un client, donc un fournisseur qui proposait des choux-fleurs, le client les a refusés. Les choux-fleurs n'avaient pas assez de feuilles vertes. Donc c'est des choux-fleurs, avec des feuilles autour. Donc les clients... que tu ne manges pas d'ailleurs. Que tu manges pas. Tu la manges pas celle-là. C'est ce qui nous a bien fait rire. C'est le premier truc qu'on enlève, mais ça peut se manger. Mais c'est en général le premier truc que le consommateur enlève. Et donc le client a dit non, mes clients à moi ne voudront pas de ces choux-fleurs sans feuilles, merci de les reprendre. Et comme on est organisé, on a récupéré ces choux-fleurs qui étaient magnifiques. On en a peut-être livré chez toi, je n'ai aucune idée. Mais voilà, c'est 49% qui bouffent pas et il y en a qui trouvent que les choux-fleurs sont pas sévères. On a quand même un petit peu de travail et que ce travail a un impact environnemental parce qu'on évite que des produits partent à la poubelle, un impact social puisqu'en l'occurrence cette plateforme à Rungis, on la gère en insertion, on en a assez peu parlé mais c'est un autre aspect de notre association. Et puis un autre impact social lié au fait qu'on fournit ces produits aux structures d'aide alimentaire. Ça soulage, donc voilà, c'est quand même une anecdote inquiétante pour ces... Voilà, on peut s'inquiéter pour le gaspillage alimentaire et ses causes un petit peu ridicules, mais qui montrent toute l'utilité, enfin, je l'espère, du travail qu'on fait. On en entend de plus en plus parler, cette espèce de cahier des charges de la grande distribution sur les produits alimentaires qui fait que quand une carotte n'est pas jolie alors qu'elle est très bonne, une pomme ne répond pas à des normes, et des normes qui datent d'il y a des dizaines et des dizaines d'années. Ça passe, alors au début c'était la poubelle, alors maintenant il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Oui, les produits moches, les machins pour essayer de les récupérer. Mais à la base, c'est un gâchis énorme à la base. Ouais, enfin c'est quand même un problème de ventre plein, quoi, parce que quand t'as faim, qu'il manque du verre sur le chou-fleur, je veux dire, tu le manges, quoi. C'est incroyable quand même, t'as 49% qui bouffent pas, t'as des étudiants qui bouffent pas, et de l'autre côté t'as 51% qui trouvent que le chou-fleur est pas assez vert. J'aime bien, enfin, il y a quand même deux mondes là. Sa grande distribution, c'est pas les gens qui mangent, c'est carrément la grande distribution qui dit non. Non mais c'est pas pour rien qu'elle dit elle en veut pas, c'est parce qu'elle les vend pas. C'est parce qu'elle les vend pas, c'est tout. C'est pas pour rien qu'elle dit qu'elle en veut pas. Alors elle pense qu'elle va pas les vendre et peut-être que la norme est un petit peu datée effectivement et bon voilà, mérite d'être mise à jour. En tout cas voilà, une anecdote quand même spéciale quoi, c'est intéressant. Donc on l'a dit, on a besoin certes de dons de produits, etc. Je ne voudrais pas au travers de cette anecdote occulter ce qui est notre principal enjeu. On va continuer à récupérer des produits, faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc. Mais ce qu'on souhaite, c'est acheter de plus en plus de produits. C'est pour ça. C'est ça, pour limiter. Il faut dématérialiser, quoi. Ouais, non, voilà, c'est clair. C'est pour ça qu'on vient vous expliquer tout ça et solliciter la générosité du public pour contribuer à nos actions. Bravo pour ce que vous faites. On a une part d'achat de plus en plus importante à financer. Et bravo à toi. Merci beaucoup. Parce que franchement, aider les gens comme ça, en te sacrifiant, machin, c'est vraiment, c'est hyper beau, c'est classe. Merci beaucoup. Merci. Et bravo Yann également. Merci beaucoup. C'est une belle aventure et c'est dommage que ça soit pas connu. En tout cas, je serais ravi de contribuer
à Andes et à ce que ça se développe bien. Super, merci beaucoup. Et n'oubliez pas les épiceries mixtes, je pense que c'est un vrai, c'est un vrai vecteur. concept. C'est un vrai bon Non, concept. non, Faites-moi une belle ouais, boutique, Ah, ça va faites-moi une soulager bonne beaucoup boutique, d'épiceries. on ne sait pas qu'on paye 10%, Ouais. tu sais pas qui paye 10%, moi j'y vais, C'est je ça. paye 100. Et C'est c'est ça, tout. c'est Et super, c'est cool, ça. et juste de savoir que, parce que je me doute très bien, tu te dis c'est cool. Voilà. Ouais, ok, intéressant. Moi je pense que je le développerai C'est complètement. prévu, c'est prévu. Voilà, Ça n'hésitez marche. pas, je vois pas l'inconvénient pour Non, vos c'est clair. épiceries. Non, Je non. ne vois pas l'inconvénient, il n'y a Ouais. pas de, il y a Ah pas de non, raison. on est Non. contents, nous, À partir ça du soulage, moment- hein. ouais, ouais. Financièrement, ça va nous aider. Et je pense qu'on pourrait largement bien jouer le jeu, et en plus en repartant avec quelque chose sans être Bien un sûr, don tout à from fait. scratch. Bien Quoi, tu vois. sûr. Super cool. Bon, merci. Soit le mot de la fin. Bah, merci beaucoup, merci de m'avoir reçu et puis d'avoir expliqué un peu nos difficultés parce que c'est pas aussi simple. Oui. Et voilà, on a besoin de soutien, on a besoin d'accompagnement et puis faut pas aider que des grosses structures. Les petites associations, elles font quand même un travail titanesque. C'est pas pourquoi qu'on clairement, est petit, qu'on n'est pas connu médiatiquement, qu'on fait rien. Et Mais, voilà, il faut donner la chance aussi aux petites associations et il faut venir nous voir sur le terrain et vous allez voir que nous aussi on travaille. C'est autant. un des critères qu'on met en avant chez Poto. Bah oui, c'est ça. On cherche des associations qui avec peu font beaucoup. C'est ça, tout à Oui, fait. c'est celle-là moi, qui C'est m'impressionne. Mmh. Voilà, Et des ça fois, on a m'impressionne, tendance à ça. baisser Tu les bras dis, parce qu'on se dit, c'est pas franchement, juste, quoi, waouh, pourquoi, respect, tu vois. Bah oui. Ah, On se dit, c'est pas juste pourquoi une structure et pas nous, alors que nous aussi on fait plus que d'autres. Et finalement, des fois, on veut baisser les bras, mais comme on a créé ce lien avec ces familles qui sont en grande précarité et qui comptent sur nous, donc on se dit, bon, allez, on continue. Eh On ben, est dans l'espoir d'avoir une entreprise, un mécénat ou à d'argent. mon avis, il y a des centaines de personnes qui se Ah, rappelleront non, de toi. Ouais. ouais, bah, Ça, c'est j'espère, sûr et franchement, certain. ouais, Ça, c'est merci. sûr et certain. Merci. Et merci à Andes, hein, parce que voilà, on est fiers d'être partenaire d'Andes et Bravo. puis fiers d'être ambassadrice Combien du de temps, Andes 93. Ça fait combien de temps que ça existe, Andes Andes fête ses 25 ans 25 cette ans. année. Putain, 25 ans. Et puis n'hésitez pas, si je peux me permettre, les personnes qui veulent créer une épicerie solidaire, contactez Andes. Il vous suit de A à Z et il ne vous lâche pas. Et sincèrement, on est ravis de faire partie du réseau C'est Andes. entrée plat dessert. Et soutenez-les, soutenez-les, exactement. Merci, Swan. Ouais. On fait un dernier, on regarde le registre une dernière fois pour sachant que les Alors, dons, est-ce que vous avez des partenariats avec des chantiers d'insertion du monde agricole? Oui. Oui, qui? Vite fait, quelques Eh minutes. bien, on a des épiceries qui s'approvisionnent auprès de chantiers Alors, d'insertion Pierre-Antoine. du réseau Cocagne, pour ceux à qui ça parlera. Et on envisage même de se lancer nous-mêmes. Ça, c'est plutôt dans les perspectives Dans l'insertion de très long terme. Alors, on fait déjà de l'insertion. mais J'ai de- vu ça, là, mais avec les... de l'appliquer à des activités de maraîchage. On a des collègues du groupe SOS qui ont de l'expertise sur le sujet, l'association Ferme d'Avenir, qui nous aiderait bien volontiers sur le sujet. Et on imagine, dans nos projets futurs, potentiellement développer ce type d'établissement pour l'approvisionnement de nos structures. Voilà. Là, on est sur de la perspective. Vous êtes en train de long faire terme. l'écosystème et c'est très Et bien. Une sorte Mais d'économie c'est sûrement... circulaire, Oui. voilà. Je pense que c'est l'avenir de l'économie. C'est tout à fait possible. Cette économie elle doit devenir sociale et solidaire. C'est dommage qu'on soit obligé de le préciser, mais Mm. elle aurait dû être comme ça depuis le début en fait. Ouais, je comprends. Et je pense que là, c'est vraiment, Ouais, vous ça, êtes c'est en train important. de lui faire prendre la courbe qu'elle aurait toujours dû avoir en fait. On essaye. Super. Bon, je crois que j'ai pas d'instruction. Je pense que l'émission est finie. Ouais. Donc on va pouvoir conclure. Vous remercier chaleureusement d'être venu. Bravo Merci. à On vous. espère que Poto, alors nous aussi, c'est pour nous. Poto, c'est aussi pour aider des gens comme vous. Donc, et c'est une forme de reward de pouvoir contribuer à ça. Rediriger des dons vers des associations efficaces qui en ont besoin, qui aident au quotidien. Donc on est Qui très puisse se contents. payer un petit peu quand même. Ouais. Voilà, Hein, ou un petit peu, pas grassement, mais au moins un petit peu, elle le mérite largement. Ouais, merci. Voilà, et qu'on encourage toutes ces initiatives qu'on ne Ouais. voit pas du tout parce qu'elles sont complètement Il y en a beaucoup des effacées. épiceries, ouais. Oui, il y en a plein. Moi, Faut ce pas que les je veux, c'est oublier. qu'elles se fédèrent ensemble. Ouais. Ça, c'est ce que vous faites chez le Tout à groupe fait. SOS, et ça, j'adore quand il dit Mm. allez voir Oui. Andes, comme ça, ils vous accompagnent. Ouais. Pas monte pas ta énième épicerie solidaire avec ton truc à toi, etc. parce que tu vas perdre tout le monde. Ouais. Voilà, là, on a une grosse tête de réseau. Là, Tout à fait. c'est super chouette et pour moi, vous êtes dans l'avenir. L'avenir Bon. de la solidarité, c'est top. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Merci. vous. Bonne soirée. Je vais aller faire mes dons si ça marche encore. Ouais, bah oui, il y en a eu, hein, et on va les doubler tous ceux et tous les dons qui ont été faits évidemment aujourd'hui. Pour ceux qui ont eu des problèmes techniques, on verra. Je crois qu'il y en a eu un qui a eu un problème technique, quoi. Donc on verra. Ça peut arriver. En tout cas, demain, s'il refait des dons, il n'y a aucun problème, ils seront doublés également. Super. Ok, bon, on va suivre. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.